Развитие. Prospective. Exchange. Territory. Participation. Entwicklung. Conseil de développement. Euradio Nantes vous présente Fréquence Citoyenne, l'émission à l'écoute du futur. Bonjour à tous et bienvenue dans Fréquence Citoyenne, l'émission aussi mensuelle que possible du Conseil de développement de Nantes Métropole. Alors nous évoquons aujourd'hui le grand débat public sur la Loire qui vient de se clore, enfin au moins officiellement, après 8 mois d'échanges et de manifestations diverses autour du fleuve. Alors je parle de clôture officielle parce que le débat se déclenche pas simplement sur les injonctions de la collectivité. Je pense qu'il va continuer, il va se poursuivre autour d'un fleuve que les Nantais retrouvent, mais aussi réinventent avec de nouveaux usages. Alors pour parler de ce débat, j'ai deux invités pour tirer un premier bilan. Alors d'abord Philippe Audic. Bonjour Philippe. Bonjour. Alors vous avez un statut quand même un peu particulier, parce qu'habituellement vous êtes mon complice dans cette émission pour interroger les invités. Et cette fois-ci, vous êtes passé de l'autre côté de la barrière, puisque vous avez été le co-animateur de la commission du débat sur la Loire, commission qui a piloté l'ensemble du dispositif et qui doit rendre son rapport aux élus de la métropole dans les semaines qui viennent. Vous avez co-animé ce débat avec mon second invité, qui est Martine Stebler. La Loire est un sujet que vous connaissez bien, ou même plus que bien, puisque vous avez été la directrice d'un organisme qui s'appelle Loire Estuaire, qui est un outil de connaissance scientifique et de diffusion du savoir sur la Loire, pour résumer très vite. Vous avez une connaissance assez pointue de la Loire, dont vous avez scruté les moindres mouvements et tous les méandres depuis des années. Vous connaissez personnellement chaque poisson qui circule dans le fleuve. Mais pas par son prénom, mais presque. Oui. Et vous êtes aujourd'hui retraité, mais je crois que vous restez toujours très très lié à la Loire. Et alors, je sais pas si on peut dire que vous avez une relation quasi charnelle avec la Loire, mais c'est pas loin de ça. Mais on va en parler. Alors ma première question, elle est plutôt pour vous, Philippe Audic. Vous avez été au four et au moulin dans cette opération. Parce que, en tant que président du Conseil de développement, vous avez travaillé en amont du débat pour proposer une méthodologie. Et puis, en tant que co-animateur de la commission du débat, vous avez mis en œuvre ce débat au quotidien, dans son déroulement au jour le jour. Alors, entre les propositions qui avaient été faites par le Conseil pour l'organisation de ce débat et finalement ce qui a été retenu par les élus de la métropole, vous y êtes retrouvés ? Alors oui, globalement, on peut dire que la collectivité a quand même largement suivi les préconisations formulées par le Conseil de développement. Alors on peut toujours regretter que peut-être certaines préconisations n'aient pas été totalement suivies. Je pense en particulier à cette suggestion que nous avions faite en tant que Conseil de développement d'avoir une commission du débat indépendante. Alors elle était pas totalement indépendante dans la mesure où nous avions 3 élus représentant la métropole dans la commission, mais peut-être justement avec maintenant le recul et l'analyse qu'on peut porter sur le fonctionnement de la commission, c'est peut-être un sujet sur lequel on pourra revenir, y compris pour des débats futurs. Nous avions aussi préconisé l'utilisation évidemment du numérique comme un des canaux d'expression ouvert pour les acteurs et les citoyens. Donc ça a été effectivement largement mis en œuvre. Là encore, on pourra peut-être faire quelques commentaires. Nous avions préconisé des tirages au sort pour impliquer des citoyens. Et là, on peut constater qu'il y a eu l'utilisation de cette technique d'aller chercher des citoyens a priori non experts pour donner un avis sur ce débat et son contenu. Voilà, donc globalement, oui, on peut dire que la collectivité a largement suivi les préconisations du Conseil. En même temps, il y a sans doute quelques appréciations à porter sur divers aspects de la démarche globale du débat. On pourra évoquer ces appréciations un peu plus tard. Alors cette commission du débat que vous avez animée tous les deux, c'était une nouveauté quand même dans le paysage du débat public local. La nouvelle présidente de Nantes Métropole, Johanna Roland, avait annoncé ce débat pour marquer, alors je dirais pas forcément une rupture, mais en tout cas une évolution assez forte dans la manière de construire la décision publique. Alors cette commission, Martine Stebler, comment elle s'est composée ? Comment on est venu vous chercher ? Comment ça s'est organisé ? Alors la commission du débat comprend 8 membres. Comme Philippe le rappelait, il y a 3 élus. Et puis, il y a 5 personnes de la société civile.
les 5 personnes de la société civile ont été choisies par les groupes politiques représentatifs à Nantes Métropole. Voilà. Donc, il y a aussi eu un souci de parité, d'équilibre entre hommes et femmes, puisque nous étions 3 femmes et 5 hommes. Donc, ce qui était vraiment une bonne parité pour le milieu nantais. Voilà. Alors, je vais compléter quand même ce qu'a dit Martine, parce que la seule personne qui n'a pas été proposée au titre d'un groupe politique, c'est moi. Donc j'étais, moi, membre de la commission, justement au titre des propositions qui ont été formulées par le Conseil de développement. Donc c'est au titre de Conseil de développement que j'ai fait partie de cette commission. Et cette commission, alors indépendante ou plus ou moins indépendante, comment ça s'est passé avec les élus ? Parce que finalement, les élus, est-ce qu'ils ont été assez présents ou pas ? Parce que pour avoir participé à un certain nombre en tout cas vu de l'extérieur, d'auditions, je n'ai pas eu le sentiment qu'on les voyait beaucoup. Mais... Oh, c'était par intermittence. Mais y compris pour certains membres de la commission du débat, qui aussi avaient quelques obligations, quelquefois extérieures, qui n'ont pas pu participer à toute réunion. Mais grosso modo, le travail a quand même été suivi par chaque membre, avec des relais par mail, par informatique, donc tout le monde a quand même été assez passionné par le débat pour y consacrer beaucoup de temps. Je rappelle que le travail de tous les membres de la commission du débat était bénévole. Donc, oui, c'est pas inutile de le dire. En tout cas, vous diriez, vous n'avez pas été forcément bridé par les élus ou gêné par ce rapport avec les élus. Non, je pense qu'on a travaillé en toute liberté, en toute impunité. Et puis la composition de la commission du débat, avec les experts trouvés de la société civile, était quand même assez riche et divers pour justement enrichir le travail qu'on avait, nous, à préparer pour ce débat. D'ailleurs, en dehors de vous deux, c'était qui les autres membres de cette commission du débat ? Quel profil ? Il y avait... Je vais commencer par les femmes. Il y avait donc Élise Roy, qui est professeure à l'école d'architecture. Il y avait Véronique Rivet, qui est une citoyenne de Saint-Sébastien, mère de famille. Il y avait Jean-Yves Martin, qui est retraité et qui était professeur de géographie et qui est un estuarien. Et puis il y avait Philippe Audic. Et puis Martin Stebler, et puis 3 élus. Donc je laisse Philippe... Les 3 élus étaient un élu du Sud-Loire, en l'occurrence Gérard Allard, maire de Rozay, vice-président de la métropole. Alain Robert, qui est un élu de la ville de Nantes, également vice-président de la métropole. Et puis Fabrice Roussel, élu du Nord-Loire, d'une commune qui n'a pas de proximité immédiate à la Loire, mais qui est vice-président en charge de la démocratie participative au sein de la métropole. Donc la présence des élus, si je peux ajouter un petit commentaire à ce qu'a dit Martine, elle a été effectivement assez intermittente, on va le dire assez clairement, dans la commission elle-même. Bon, ils ont été évidemment attentifs parce qu'on a eu l'occasion de les voir réagir au travers de certains mails et des échanges qu'il pouvait y avoir. Voilà, et donc d'une certaine manière, cette commission a été indépendante pour revenir sur la proposition du Conseil qui avait été de dire, une innovation intéressante, ce serait que ça soit une commission du débat indépendante. Alors, elle ne l'était pas tout à fait. Peut-être que c'était pas évident d'installer ce premier débat en prenant, entre guillemets, ce risque. À mon avis, il était très, très limité. Et je pense que l'expérience là montre qu'on aurait pu être sur une commission sans élus. Voilà, ça n'aurait pas changé le mode de fonctionnement de la commission. Et je pense pas qu'il y avait des risques particuliers à le faire comme ça, mais on peut comprendre, et c'était déjà, je pense, un geste intéressant de la collectivité, de dire, on crée une commission, on met quelques élus parce que ça fera des circuits courts, c'est un peu l'objectif, mais en même temps, il y avait une majorité de personnalités de la société civile, donc voilà, et les élus n'ont vraiment pas interféré sur la façon de fonctionner de la commission. Et non, et à 2 moments ou 3 moments du travail, là, depuis 8 mois, il y a eu des rencontres avec nos mandants, donc Madame Roland, et c'était vraiment quelque chose d'intéressant aussi, de dire à peu près où on en était. Mais pour autant, on n'a pas reçu d'ordre, on dit faites ci, faites ça, au contraire. C'était plus un questionnement, où en êtes-vous ?
c'est intéressant, etc., etc., etc. Donc, il n'y a vraiment pas... Enfin, moi, je me suis sentie indépendante. Je signale ça au passage, mais dans les membres de votre commission, là, je crois que Jean-Yves Martin, il tient un blog qui s'appelle Chronique du Sillon, que moi je lis de temps en temps, qui est assez intéressant, en tout cas pour ceux qui s'intéressent à la Loire. Alors, sur la méthodologie du débat, il y a eu en fait une double approche. Il y a eu une première approche qui était assez classique, qui était la question des auditions, des séminaires, des cahiers d'acteurs, et puis une seconde, donc on va dire plus citoyenne, entre guillemets, avec un comité de citoyens tiré au sort, avec une journée qui a réuni, je crois, plus de 500 citoyens, là, qui a un peu clôturé le débat. Cette approche, c'est vous qui l'avez déterminée, elle était déjà plus ou moins prédéterminée, vous l'avez fait évoluer? Je suis d'accord avec vous, sauf qu'il y a une première étape préalable qui était la constitution d'un document socle de connaissances et d'informations. Qui a été fait par l'agence d'urbanisme. Qui a été fait par l'agence d'urbanisme et que nous avons validé, travaillé, amendé, etc., etc. Et ça, c'était quand même un préalable fonctionnel pour le lancement du débat, c'est qu'il y ait des informations, que les gens aient accès à cette information, de manière à pouvoir parler plus de connaissances. C'était pas une obligation. En tout cas, si les gens voulaient avoir de l'information sur tous les sujets qui étaient abordés dans ce débat, ils avaient ce document socle, qui était mis sur ligne aussi sur Internet. Ça, c'était la première chose. Oui. Et c'est l'occasion de dire que tout ce qui a été produit au titre du débat, tout ce qui a été mis en ligne, tout ce qui a été écrit, a été validé. Oui. Ça peut être une validation simple, mais qui nécessitait que la commission, évidemment, donne un feu vert pour la publication du document, mais le plus souvent, on a été amené à enrichir le document. C'est ce que disait Martine sur le document socle. Il y a eu des contributions non négligeables, on va dire, de la commission pour améliorer un débat, un document qui était déjà très, 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 très riche, mais en particulier sur la Loire, je le dis parce que Martine est là. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été apportées par Martine sur la question de la Loire. Martine disait simplement, mais on ne peut pas parler de la Loire uniquement de la Loire de l'agglomération. La Loire, elle existe avant. On est même quasiment à 1000 km de sa source. Et elle existe après. Et donc, il faut élargir le regard. Donc, voilà, c'est un exemple d'enrichissement que la Commission a pu apporter sur les documents. Ça, c'est une question. Oui, de quelle Loire on parlait? C'est-à-dire qu'on parlait de la Loire de la métropole, on parlait d'une Loire beaucoup plus large, de l'amont, de l'aval. Chacun parlait sa Loire. Et c'est ça qui est intéressant. Chacun a une approche affective, professionnelle ou différente de la Loire. Alors, c'est vrai qu'on a parlé de la Loire nanto-nantaise. C'était le débat, c'était l'agglomération nantaise qui l'avait lancé. Il n'empêche que, forcément, on a bien été obligé d'avoir des regards un petit peu vers l'amont et vers l'aval. Et ça, c'est aussi la richesse du débat, de ramener un petit peu... quand vous parlez de l'activité économique portuaire, vous ne pouvez pas parler de l'activité portuaire uniquement sur l'agglomération nantaise, vous êtes bien obligé de prendre aussi ce qui se passe un peu sur l'aval. Par exemple, mais c'est la même chose si vous avez parlé des activités plus naturelles, comme la pêche ou l'agriculture, la qualité de l'eau. Là, vous êtes bien obligé d'élargir un peu le regard. Et la méthode qui a été choisie, vous diriez qu'elle a convenu finalement c'était une bonne manière de libérer la parole ou qu'est-ce qui... Déjà, il faut parler de l'équipe technique qui a accompagné la commission du débat. Philippe? Oui, on était évidemment supporté par une équipe projet avec des compétences tout à fait intéressantes dans je veux dire, la mise en œuvre de cette organisation qui était finalement assez complexe. Un des objectifs qu'on avait, c'était de multiplier les canaux pour permettre à ceux qui voulaient dire quelque chose sur la Loire. Je crois que c'est le Conseil de développement avait mis ça dans ses préconisations. Il faut permettre à tous ceux qui ont quelque chose à dire de pouvoir le faire. Et donc, il y a eu une multiplication des formes de débat, il y a eu une multiplication des canaux. On a parlé du numérique avec le site qui a été ouvert, où on pouvait déposer des contributions, on pouvait déposer des cahiers d'acteurs. Il y a eu les auditions publiques organisées par la commission du débat, préparé par la commission du débat. Il y a eu les séminaires d'acteurs. Voilà. Parallèlement, le comité citoyen constitué par tirage au sort. Voilà, il y a eu une multiplicité de canaux qui permettaient ceux qui en avaient envie
de s'exprimer, de pouvoir le faire. Et la durée du débat, c'était la bonne, 8 mois? C'était trop court, trop long? C'était la bonne formule? La question est difficile. J'ai envie de dire oui, c'est une bonne formule parce qu'on a toujours été un petit peu sous pression, sous tension, et le citoyen aussi, pour pouvoir s'exprimer. De temps en temps, on était quand même un tout petit peu... un petit peu trop pressé. Hein. Il faut aussi un peu de temps de réflexion. Il aurait fallu plus longtemps, selon vous? Il y a le pour, il y a le contre. Et là, c'est vraiment une réponse complètement mitigée. Bon, ça fait 8 mois, on n'a pas terminé. Hein, donc ça fera 1 an quand on aura terminé en entier. Je pense que c'est un bon délai de gestation. Hein. C'est un bon délai. Voilà. Oui, parce que c'est effectivement, Martine l'a dit, il y a eu quand même une pression, on était très sollicités. Et tous ceux qui avaient envie d'intervenir certains ont suivi le débat de A jusqu'à Z, ont été présents à toutes les auditions publiques, ont publié des contributions. Il y a un moment où on peut aussi lasser et on peut alors nous ce qu'on a constaté, c'est qu'on avait un débat organisé sur 4 thèmes. Il y a eu des mobilisations différentes selon les thèmes. Alors à la fois c'est le sujet qui pouvait mais il y a peut-être un petit effet de lassitude qui peut aussi jouer. Donc je crois que les 8 mois c'était bien. Alors après c'est pas terminé comme le dit Martine complètement, mais 8 mois c'était bien. On va prendre une première pause musicale. Fréquence citoyenne.
Toujours en compagnie de Philippe Audic et de Martine Stebler pour faire un premier bilan du grand débat public sur la Loire. Alors, on a parlé de la méthodologie du débat, mais au-delà de la technique, il y a des contenus, il y a du ressenti, il y a le fond des choses. Ce débat, quand il a commencé, souvent dans la tête des citoyens, il était question de franchissement de la Loire. Et finalement, ce débat, il s'est organisé de manière beaucoup plus large. Il a été organisé en thèmes. Quels étaient un peu ces thèmes et pourquoi ça a été élargi comme ça ? Alors, d'abord, s'il a été élargi comme ça, c'était une des propositions du Conseil de développement, qui était de dire, bon, franchir la Loire, ok, mais pourquoi ? Qu'est-ce qui justifie qu'il y ait besoin de nouveaux franchissements ? Donc, il faut aller sur les causes de ces besoins de nouveaux franchissements. Et donc là, on tombe sur l'organisation d'un nouveau cœur urbain avec des grandes zones à aménager sur l'île, sur la rive sud, sur la rive nord. Et donc, finalement, la collectivité a suivi le Conseil de développement dans ses préconisations et a même fait le lien avec Nantes 2030, puisque le premier sujet, comme le rappelle souvent Johanna Rolland, le premier sujet qui était sorti de cette grande démarche autour de Ma ville demain, Nantes 2030, c'était la question de la Loire. Et donc, on est rentré sur ce débat en se disant, bon, quelle est la place de la Loire dans cette métropole de Nantes du XXIe siècle ? On sait quelle était la place de la Loire historique. Quelle est aujourd'hui la place de la Loire ? Et donc, premier sujet, la Loire, des pratiques et des usages. Voilà, les citoyens, exprimez-vous. On a eu des pratiques et des usages dans le passé. Quelles pratiques et quels usages souhaiteriez-vous pouvoir avoir du fleuve. Puis ensuite, on est venu sur économie. Bien sûr, on sait que la Loire a été à l'origine d'une grande partie de l'économie locale. Économie, évidemment écologie, puisque c'est un espace très précieux de ce point de vue-là. Puis la question de la mobilité des franchissements. Et puis enfin, ce grand cœur urbain qui est en émergence autour de l'île et du fleuve. Et dans ce débat, donc, si on parle un peu des contenus, ce que vous avez récupéré de la parole des habitants, moi j'aimerais bien que vous me disiez, vous, à la fois sur le plan général, mais aussi à titre personnel, qu'est-ce qui vous a surpris un peu dans ce débat ? Qu'est-ce qui vous a plu ? Bon, la participation des gens. Les gens ont participé, les gens ont contribué. Ils sont venus aux journées citoyennes. Il y a eu des journées citoyennes organisées aussi dans les communes, ou par des thèmes, ou par des organisations politiques. Ils sont venus. Ils ont contribué sur le site. Combien ? 570 contributions sur le site. Ils sont venus aux auditions publiques. Donc il y a vraiment eu une participation des gens. Les gens se sont exprimés. Et ça, c'est déjà une surprise. On ne pouvait pas le savoir au départ. Ben là, c'est quand même énorme. Ça, c'est déjà la première surprise. La deuxième, c'est l'attachement. L'attachement. Des citoyens, plus ou moins avertis, plus avertis, des acteurs aussi, qui sont des fois plus ou moins avertis, à la Loire. Leur attachement profond. Pas forcément parce qu'il y avait la famille ou un passé, parce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent habiter aujourd'hui et puis qui disent « Ah mais dans la ville de Nantes, il y a un fleuve, il y a la Loire. Et qu'est-ce que c'est ? Et ça nous intéresse. Et on veut aller voir l'eau, toucher l'eau, on veut aller dessus, etc. » Donc il y a vraiment un attachement à l'eau, ça, c'est courant. Mais à ce fleuve, avec ses singularités nantaises, où c'est un fleuve un peu maritime, où il y a des courants, où il y a des marées, où il y a des marnages, etc. Il y a un attachement des gens et des citoyens à ce fleuve. Ils ont quelque chose à dire sur le fleuve. Ça, c'était quand même une belle surprise. Mais parce que vous pensiez que les gens n'étaient plus vraiment attachés à ce fleuve, ou que le fleuve a un peu disparu de l'imaginaire nantais ? Les gens la Loire, bon, on connaît toute l'histoire de Nantes. Nantes est bien sûr née du fleuve, de la Loire, le commerce, le maritime, etc. Ensuite, cette grande rue industrielle. Et après, il y a eu une disparition un peu de la Loire. Il y a eu dans les échanges et dans le débat, je fais référence à, par exemple, une réunion publique qui a été organisée par la mairie de Saint-Sébastien. Il y a eu un poète qui est venu, enfin un monsieur qui est plutôt un artiste, qui écrit des chansons, qui fait des poésies, et qui parlait de fleuve évanoui. C'est-à-dire qu'il y a eu un peu, il y a eu une période, on pourrait qualifier de deuil aussi, un peu, oui, d'une certaine manière,
C'est-à-dire qu'il y a eu la Loire d'avant, où, comme l'a dit Martine, le commerce, l'activité industrielle, enfin, etc., avec évidemment une rupture avec le lancement du dernier bateau, le Bougainville, en 87. Et là, tout d'un coup, on s'est retrouvé avec une Loire où il y avait des friches industrielles, et je crois que les gens ont voulu regarder ailleurs, parce qu'il y avait une forme de deuil, quelque part. C'était difficile à vivre, même si c'était inconscient et collectif. Et là, le sentiment qu'on a pu avoir, c'est... alors bon, le débat, c'est pas le débat qui est à l'origine de ça, mais il y a une vraie envie de Loire, qui a en tout cas été révélée et confirmée dans le débat. Alors c'est venu aussi de ce qui se passe sur l'île de Nantes, où on a un projet, où on se réinterroge sur le lien de cette île avec ses berges, enfin, où il y a eu du travail de fait. Et franchement, ce que je mesure dans ce débat, c'est cette envie de Loire qui s'est exprimée vraiment fortement, et dès le départ, puisqu'on était sur votre pratique et votre usage, ou vos pratiques et vos usages du fleuve. Martine Stebler, tout à l'heure, vous avez dit que chacun avait sa Loire, en fait. Mmh. Alors, je ne veux pas dire que vous n'avez pas un âge canonique tous les deux, mais est-ce Merci. que la Loire des jeunes générations est la même? Est-ce que cette perception de la Loire, elle a changé aussi en fonction des générations? Est-ce que ça peut se percevoir dans un débat comme ça? Oui, je pense que oui. Dans le premier thème, quand on évoque les usages, on voit qu'il y a plein de jeunes qui disent on voudrait aller sur la Loire, quel que soit le moyen. Enfin, ça c'était pas comme ça dans les anciennes générations. Mais il y a une chose qui a changé aussi, et qui fait que dans la jeune génération, on considérera le fleuve autrement, c'est que c'était une rue industrielle, c'était une rue maritime, c'était du transport, c'était des bateaux, il n'y a plus rien, il faut réinventer quelque chose. Et puis le territoire s'est réouvert. Avant, il y avait un opérateur, il y avait une Loire très privée, c'était l'État, via le port, qui aménageait. On n'avait pas grand-chose à dire dessus. Il y a eu l'intervention, il y a 20 ou 30 ans, d'environnementalistes qui ont dit, mais l'estuaire et la Loire, c'est aussi des choses vivantes, il faut faire attention. On ne peut pas tout gommer comme cela. Et donc là, déjà, la Loire, elle s'est commencée à se partager un peu, d'accord ? Et c'est vrai que j'aime bien aussi, le fleuve a été évanoui. Et d'un autre côté, parallèlement, il s'est partagé aussi dans la décision, ou un petit peu de gouvernance. Et aujourd'hui, vous vous rendez compte que si la Loire était monolithique au niveau de la gouvernance, elle a été partagée un petit peu. Les collectivités locales qui sont intervenues depuis les lois de décentralisation, les environnementalistes, etc. Et aujourd'hui, c'est le citoyen qui arrive. Et je trouve ça fantastique, c'est que le citoyen, il a pris le chemin. Et il dit, ben oui, moi j'ai des choses à dire sur la Loire, j'ai aussi des choses à dire sur la gouvernance de la Loire. Et ça, c'est intéressant. Là, on voit bien l'appréciation positive que vous pouvez avoir sur ce débat, enfin, sur la parole qui s'est un peu libérée. Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont aussi peut-être un peu, je dirais pas irrité, mais ou choses que vous n'avez pas forcément compris, que vous avez découvert, ou qui vous ont paru assez nouvelles en tout cas? Oui, et vous allez dire que je suis contradictoire avec ce que je dis avant, c'est que les gens ont perdu la connaissance de la Loire. Ils ont perdu un petit peu du fonctionnement. Et beaucoup de gens ont dit « Ah bon, ça coule dans les deux sens? Ah bon, il y a des courants, c'est dangereux. Ah oui, l'eau que l'on boit, c'est l'eau de la Loire. Ah bon, il y a des poissons qui passent sous les ponts de Nantes. » Ça, c'est sur le public très très peu averti. Par contre, on a vu plusieurs publics dans les citoyens, et puis on a vu aussi dans les cahiers d'acteurs. Là, ceux-là, ils ont besoin de connaissances, ils demandent la connaissance, ils demandent de l'observation, ils demandent la valorisation de cela. Dans la journée citoyenne, on va reparler bien entendu, dans les 300-400 citoyens qui ont été interrogés, ça n'apparaît pas du tout. Ça n'apparaît pas du tout. Et ça, c'était une surprise pour moi. Il n'y a pas cette soif de curiosité partout. D'accord ? Or, pour comprendre un territoire, faut le connaître. Et voilà, donc c'est vrai que le débat, il est riche parce qu'il porte ces petites divergences et contradictions qui n'en sont pas forcément, mais qu'il faut travailler, il faut regarder. Pour compléter là encore ce que dit Martine, il y a par exemple les inondations. Personne, enfin, quand on dit personne, c'est faux. Il y a évidemment des gens qui ont conscience de ça, mais et pour revenir sur ce qu'on a dit précédemment, jeune génération ou ancienne génération, c'est pas seulement ça.
c'est aussi des nouveaux Nantais. C'est-à-dire que Et voilà, ils sont très nombreux, en fait. voilà, il y a exact, beaucoup de participants, mais beaucoup dans la population, c'est le reflet de la population, qui sont des gens qui sont arrivés là pour des raisons professionnelles, qui sont là depuis quelques années, même 10, 15 ans. Et la dernière grande inondation qui date de 82, il y a quelques anciens qui s'en souviennent, mais la majeure partie des gens qui étaient là n'ont pas ça dans l'esprit. Donc, ils sont surpris qu'on puisse leur dire, bah oui, mais il peut y avoir des inondations, il faut qu'on en tienne compte quand on aménage et quand on fait, quand on construit des zones. Et moi, j'ai été frappé là encore dans un autre débat organisé par une commune où il y avait des anciens qui évoquaient leur pratique de la Loire. Des pêches un peu originales, des navigations sur les boires, ou les étiers dans les prés. Et puis il y avait des gens qui étaient là en me disant, mais nous on a une rive de Loire, mais on ne peut pas accéder à la Loire. C'est-à-dire, est-ce qu'on pourrait imaginer que demain, on pourrait accéder à la Loire? Et puis vous, les anciens, c'est très intéressant ce que vous racontez. On n'a pas cette culture-là. Est-ce qu'on pourrait reconstruire ou refaire du fil entre ce que vous avez connu et ce qu'on aimerait, nous, pouvoir pratiquer sur la Loire? C'était assez intéressant, ce type d'échange. Oui, et on va se recompléter. La journée du 25 avril que Nantes a organisée, avec plein de promenades à partir de bateaux pour faire le tour de l'île de Nantes. Et j'ai participé aussi à une autre journée où il y avait des couvertes de la Loire par bateau. Je ne connaissais pas très bien. Et ah bon, on n'avait encore jamais vu la Loire de la Loire, quoi. Et on n'avait encore jamais vu les berges depuis l'eau. Ah, tout ce que vous racontez, c'est ça la Loire. Et là, il y avait vraiment un besoin de connaissance, de besoin de ce fil conducteur, d'où on venait, où on va, et qu'est-ce que ça va devenir. Et ça, c'était important. Autre chose, ce désir de Loire qu'on a vu et qui nous a tant plu dans le débat, on le voit quand on voit, par exemple, les aménagements qui ont été faits avec le voyage à Nantes, sur l'île de Nantes, avec les tables de barbecue, les machins. C'est plein. Regardez quand il y a un spectacle de Roy-le-Duc, ça se finit toujours dans le Lille de la Loire, et les gens sont là. Vous voyez, il y a cet attachement quand même un peu charnel avec la Loire et l'eau. Alors, dans les séminaires ou dans les cahiers d'acteurs, je dirais, il y avait une parole qui a été livrée, mais qui pouvait déjà être plus ou moins connue, plus ou moins prévisible. Dans ce qui s'est passé au niveau du comité citoyen ou de cette journée citoyenne ou des événements qui ont été organisés ici ou là dans les communes, qu'est-ce qu'ils ont dit finalement les citoyens là-dessus? Qu'est-ce qu'ils vous ont raconté de particulier? Il faut distinguer les deux entités ou les deux organisations citoyennes. Il y a eu le comité citoyen qui a été constitué, on l'a dit, par tirage au sort, 24 personnes avec des équilibres géographiques entre la ville-centre et les villes périphériques, des équilibres hommes-femmes, en essayant d'avoir aussi des classes d'âge différentes. Ce comité, finalement, il a été imbriqué pratiquement tout au long du débat. Et il est venu croiser les auditions publiques, il est venu écouter les auditions publiques, il est venu présenter leurs travaux lors des auditions publiques. Et on s'aperçoit, alors ils ont fait un travail extraordinaire, c'est les gens qui ont été mobilisés 5 week-ends, en commençant le vendredi soir, en travaillant le samedi toute la journée, bénévolement, il faut rappeler ça. Et donc, ces gens ont produit un rapport qui a fait l'objet d'une audition publique, ont produit un rapport qui finalement était assez proche de ce qui était sorti des auditions publiques, c'est assez normal, ils étaient présents, qui est sorti dans les cahiers d'acteurs, et donc finalement, c'est ce comité citoyen, d'une certaine manière, est devenu presque expert des divers sujets, et finalement ne s'est pas tellement distingué des experts et des acteurs qui intervenaient. La journée citoyenne était, de ce point de vue-là, totalement différente, puisqu'il s'agissait là de sélectionner par tirage au sort encore des citoyens profanes qui, eux, n'étaient pas dans le débat, donc n'ont pas acquis d'expertise, n'en avaient pas particulièrement avant, mais n'en ont pas acquis non plus dans le processus du débat. Et là, on a vu finalement qu'ils réagissaient de façon plus spontanée, que peut-être le comité citoyen.
encore une fois, qui a fait un super travail. Et donc, là, on a pu avoir des expressions de la part des citoyens réunis dans cette journée citoyenne qui nuançaient certains sujets sortis des débats d'acteurs. Voilà, on a clairement eu pendant le débat, tout au long du débat, des gens qui étaient là pour aller porter des projets, militer pour des projets auxquels ils croyaient, où ils étaient convaincus, et qu'ils le faisaient avec talent, et sur lesquels ils avaient des choses et des arguments tout à fait intéressants. Et là, on voit, par rapport à des projets comme ça, que le citoyen réagit, pas en militant, mais en citoyen indépendant, profane, et en posant des questions ou en nuançant les projets. Vous avez avec des esprits très novateurs. Parce que dans cette journée citoyenne, les gens se placent aussi, par exemple, si on parlait des activités économiques, sur de nouvelles activités économiques, ils ont fait, les citoyens, le deuil des vieilles activités qui ont disparu. Ça, on ne revient pas dessus. Mais la Loire peut être encore une ressource économique sur des vecteurs nouveaux, comme le tourisme, comme l'énergie, etc., etc. Et aussi avec un souci d'économie globale pour la finance publique. Ils sont très raisonnables. Très raisonnables, vraiment. Oui, ils sont très raisonnables. Ils ne se lancent pas dans des projets superfétatoires, etc., etc. Non. Il faut que ça reste raisonnable dans les finances et dans l'utilité. On va prendre une seconde pause musicale. Pour me montrer une vidéo où les visages s'effondraient à cause de la mauvaise connexion, où les pénétrations en gros plan promettaient des gouffres. J'ai pensé au creux sur ta peau, j'ai pensé au creux sur ta peau.
Fréquence citoyenne. Alors, toujours parler du débat Loire avec Martine Stebler et Philippe Audic. Alors, vous avez porté jusqu'à maintenant des appréciations extrêmement positives sur ce débat. Enfin, ce qui est assez normal. Évidemment, vous avez vécu une expérience qui a été assez intéressante, mais on peut aussi vous faire aussi quelques critiques, en tout cas poser quelques questions. De votre point de vue, est-ce qu'il y a eu quand même quelques faiblesses dans ce débat ? Alors, j'aimerais bien que vous me disiez de votre côté quelle faiblesse vous avez ressentie. Après, moi, je pourrais vous poser quelques questions sur celles que j'ai pu ressentir moi. Des faiblesses. Alors, on entend, mais je vais retourner ça. On entend un petit peu la critique autour du nombre de participants. Voilà. Alors, il y a 600 contributions, on va arrondir. Il y a 115 cahiers d'acteurs. Et finalement, on voit de temps en temps les journalistes nous dire, mais bon, finalement, c'est quoi 1 ou 2% de la population, donc est-ce que vraiment c'est un intérêt ? Alors moi, je pense que ce qui est intéressant, c'est la qualité, c'est pas la quantité. C'est-à-dire, il y aurait pu avoir 50 000 contributions, je suis pas sûr qu'on aurait eu beaucoup plus de propositions. Il y a eu des propositions extrêmement riches, très décapantes pour un certain nombre d'entre elles. Je fais référence à une des soirées organisées par le Conseil de développement, d'ailleurs, avec l'association Cobati. Ouais. Donc, je pense que la quantité n'est pas forcément le critère le plus pertinent. Voilà. Après, on peut toujours dire aussi, il y a eu quand même 30 000 personnes qui sont venues sur le site, et pas par erreur, c'est-à-dire quand la durée moyenne de connexion était de 4 minutes, ce qui veut dire qu'ils ont regardé. Alors bon, ça peut aussi révéler une certaine difficulté d'appréhension du site lui-même, mais là, on peut effectivement parler du numérique. C'est vrai que nous avions au Conseil de développement souhaité une utilisation massive de ces nouveaux outils, des réseaux sociaux. Et franchement, je crois qu'il y a un bilan à tirer sur cette question du numérique. On a constaté, par exemple, sur le site, des souhaits de pouvoir débattre autour d'une proposition, d'une contribution. Alors, si on voulait commenter la contribution de quelqu'un, on était obligé soi-même de faire une autre contribution. Il n'y avait pas d'espace forum. Donc, alors, c'est pas très simple de gérer un espace forum, compliqué, mais il faut réfléchir à permettre finalement le débat autour d'une proposition et pas le débat obligeant à refaire une contribution qui est c'est un peu lourd quand même comme façon de débattre. Après, bon, les réseaux sociaux, effectivement, je pense qu'au niveau du Conseil de développement, on avait dans l'idée que ces réseaux sociaux pourraient être des réseaux puissants pour mobiliser l'expression. Bon, en l'occurrence, je crois qu'on pourra tirer un bilan pas très positif de cet aspect-là. Et du coup, de dire aussi, justement, ça révèle sans doute la faiblesse, c'est qu'on a vu des contributions arriver sur des réseaux sociaux qu'on n'avait pas imaginé. Par exemple, Instagram. On s'était évidemment focalisé sur Twitter et Facebook. Il y avait quand même 9000 abonnés à la page Facebook du débat. Twitter, ça n'a pas été une mobilisation. Donc je pense qu'on n'a pas été très bon là-dessus, mais voilà. Pour vous, Martine Stebler ? Moi, je regrette la faiblesse des médias sur relais du débat. Non, mais allez-y, je trouve vous parlez de la presse locale. Enfin. Je parle de la presse locale. Ils ont joué le jeu, enfin, ils ont relaté, etc., mais ils n'ont pas été plus loin. Ils n'ont pas été plus loin. Il faut nuancer. Alors, je comprends ce que tu veux dire, Martine. Il faut nuancer parce que il y a eu quand même des portraits. Enfin, au début. Il y a eu des portraits de personnes à qui on demandait, mais vous, votre lien à la Loire, enfin bon, etc. Donc, on peut être un peu frustré parce que ça aurait pu être mieux. Je suis d'accord. Plus. Et en même temps, il y a eu des petits essais quand même qu'il ne faut pas négliger. Ah, bien entendu. Non, ce qui a été fait est merveilleusement bien fait. C'est vrai que sur ce lancement de débat, sur lequel on s'est beaucoup investi, on a l'impression qu'ils auraient pu s'investir. Allez, 10% de plus ou 20% de plus.
Alors, sur la question numérique, je voulais revenir sur ce que vous disiez, Philippe. C'est vrai qu'on a eu le sentiment, peut-être vu de l'extérieur, que c'était un peu géré à l'ancienne, c'est-à-dire géré par les services. Et quand on a parlé tout à l'heure du poids des élus, il y a aussi la question des services, qui sont et qui eux sont souvent, même par rapport aux élus, peuvent avoir aussi du retard. Enfin, je sais, je les connais un peu. Et cette question du numérique, ça aurait pu être sans doute quelque chose vis-à-vis des jeunes générations qui aurait pu être plus démultiplié. Et on l'a vu d'ailleurs même dans la façon dont ça se déroulait. On a vu un élu, par exemple, qui est Olivier Château, qui est le délégué à la Loire, etc., qui était assez actif, lui, finalement, qui est un élu plutôt jeune, qui était assez actif sur les réseaux sociaux. On sentait qu'il avait envie que ça se développe, et on voyait une logique derrière des services qui était de dire, voilà, il y a ce qui est Nantes Métropole, et en dehors de Nantes Métropole, point de salut. Alors qu'il se passait plein de choses autour qui auraient pu être valorisées, notamment sur les plus jeunes, quoi. C'était en tout cas le sentiment qu'on pouvait avoir sur cette question numérique, parce qu'il y avait quand même quelques moyens, et c'était pas forcément ça qui était le plus compliqué à mettre en œuvre, quoi. Non, mais certainement, je crois que cette remarque est totalement fondée. On voit bien qu'il y avait effectivement un certain souhait de maîtriser en fait l'utilisation des réseaux sociaux, et c'est clair que et le paradoxe, c'est quand même que la collectivité a sollicité, d'ailleurs là encore sur une suggestion du Conseil de développement, une société qui s'appelle Dictanova, qui est une start-up nantaise qui travaille justement un petit peu sur la sémantique des réseaux sociaux, enfin sur l'expression dans le cadre des réseaux sociaux, qui a fait un travail très très intéressant, parce qu'ils sont venus 2 fois devant la commission nous faire un rapport sur les mots qui étaient les plus utilisés. Enfin, c'était assez intéressant. Mais finalement, sur Twitter, ils nous l'ont dit, il n'y avait pas assez d'expression. Donc ils ont regardé essentiellement Facebook, les contributions et les cahiers d'acteurs. Donc on était quand même sur des formes assez, on va dire, classiques, Facebook étant presque une façon d'écrire des lettres, voilà. Mais oui, tout à fait, hein. Donc c'est clair que là-dessus il y a mieux à faire. On va le dire comme ça. Moi, j'ai un regret sur le public jeune, qu'effectivement, on n'a pas réussi à établir un lien. Je dis ça parce que j'ai eu une expérience dans le grand débat. Donc j'ai participé à une journée à l'école des mines, avec les étudiants de l'école des mines, et à la rédaction de 2 cahiers d'acteurs. Et ça, c'était passionnant. Les échanges, les machins, et le retour qu'ils ont fait sur leur cahier d'acteurs. Je regrette que l'université, ou d'autres branches de recherche et d'enseignement, ne se soient pas emparées de cela. Nous étions disponibles pour y aller, pour écrire un cahier d'acteurs, avec eux, ou du moins les informer. Il n'y a pas eu d'expression de l'université, ou en tout cas, ou des universitaires, ou de quelques univers. Des étudiants de l'école de mines. Ils ont fait il y a eu un atelier à l'école des mines, puisque j'y ai participé aussi. Le matin comme l'après-midi. Voilà, c'est ça. Mais pour le reste, non, il n'y a pas eu de et je le regrette, parce que ça, c'est... Non, mais même, les réseaux sociaux, ça aurait dû permettre aux chauffeurs de taxi, aux ambulanciers qui sont coincés dans la circulation, à un moment, de dire bon, alors, SD-Baloire, quand est-ce que j'aurai un pont à tel endroit pour franchir ? Enfin, et là, ça aurait été... Twitter aurait pu être un vecteur, mais... Bon, oui, il y a je veux dire, là-dessus, on va être en phase, on va être d'accord avec la question. Il y a beaucoup mieux à faire. Et sur l'appropriation du débat, ce débat, il est sorti de Nantes, il est allé dans d'autres communes. Est-ce qu'il est suffisamment sorti de Nantes à votre goût ? Alors, il est sorti de Nantes. Si on regarde les communes qui se sont impliquées au sens organisé elles-mêmes des moments de débat et d'échange, toutes les communes qui avaient des berges de Loire ne l'ont pas fait. Mais on peut quand même dire que Saint-Sébastien, Rezé, le Bougnay, La Montagne, Saint-Jean-de-Boiseau, Coiron, Indre, il y a eu un engagement des collectivités ou de collectifs de citoyens en l'occurrence. Bon, après c'était quand même assez marqué nantais parce qu'on parlait du cœur métropolitain, on parlait de l'aménagement des et puis les grands projets urbains sont ici. Là. Alors c'est resté très nantais et agglomération nantaise.
Mais vous parlez des gens à Saint-Nazaire du grand débat à Nantes, ça les intéresse aussi. Pas courant. Plus en amont, plus difficile de toucher les communes en amont. C'est pareil, pas trop de... De façon assez surprenante, si je reste encore sur l'agglo, Mauves, Sainte-Luce-sur-Loire, Thoiret, non pas du tout... Par contre, Basse-Goulaine et Saint-Sébastien, oui, sans problème. Oui. Mais c'est resté dans l'agglomération nantaise. Ça n'a pas été... le courant ne l'a pas emmené plus en aval. Et la marée n'a pas remonté plus en amont. Pourtant, on avait quand même 2 membres de la commission qui étaient à mi-distance entre Nantes et Saint-Nazaire. Est-ce que les communes de l'amont, elles étaient aussi concernées ? Ou alors est-ce qu'on trouve des vieilles histoires, des vieux clivages politiques ou des choses comme ça, non, qui empêchent, ou c'est un manque d'intérêt simple ? C'est pas la même Loire. C'est pas la même Loire. C'est quoi, c'est une Loire plus touristique C'est une Loire plus fluviale. C'est pas, je sais pas. Mais j'ai évoqué le débat à Saint-Sébastien. C'était intéressant parce que l'ancien maire de Mauves-sur-Loire était présent au débat à Saint-Sébastien, invité par la municipalité de Saint-Sébastien, et non pas le nouveau maire. Donc c'était assez intéressant. Et Jean-Yves Retière, Jean-François Retière, puisque c'est de lui qu'il s'agit, a parlé des plages de Mauves, de ce qu'a fait la municipalité, en tout cas qu'il a conduite pour redonner des lieux d'accès à la rivière. Et c'était, je pense aussi d'ailleurs volontairement que la mairie de Saint-Sébastien l'avait sollicité, puisqu'il y avait aussi des plages à Saint-Sébastien historiquement, oui. Et que une partie du débat était autour de cette proximité à l'eau qui avait un peu disparu, mais dont tout le monde espère qu'elle va revenir, quoi. Alors, ce débat, il aura des suites. Normalement, les élus de Nantes Métropole, une fois qu'ils auront lu votre rapport, ils vont rendre un certain nombre de décisions. Alors, on se doute bien que les décisions ne vont pas engager des programmes de travaux pour les 6 mois qui viennent, mais vous en attendez quoi, en tout cas Alors, d'abord, on va faire ce rapport, et on en a discuté au sein de la commission du débat. Il n'y a pas d'exclusion. Il y a des petits projets, il y a des grands projets, il y a des petits projets de quartier, il y a des grands projets qui intéressent un plus grand territoire, et puis il y a une temporalité qui peut être différente. Il y a des projets peut-être à 15-20 ans, des projets à 5-10 ans, puis il y a des petits projets l'année prochaine ou dans 2 ans. Donc voilà, et ça, on n'exclut rien. Hein. Donc, la décision de la communauté, de l'agglomération nantaise sera sur tout cela. Et donc, peut-être qu'on verra déboucher des choses assez rapidement sur des petits projets. Voilà. Ce qui nous intéresse, nous, ensuite, c'est le suivi. Voilà. Nous, on a un devoir en tant que commission, c'est de ne rien perdre de la matière, voilà, qui est sortie du débat. Donc ça, c'est un de nos engagements, c'est qu'on va capitaliser tout ça. Oui, vous n'êtes pas chargé de donner un avis. Ah non. Deuxièmement, on peut quand même mettre en perspective des choses, faire ressortir des éléments qui font accord, qui font consensus d'une certaine manière. On peut aussi évoquer des sujets qui peuvent faire débat. Bon, je cite souvent cet exemple parce que je pense qu'il y a un débat en tout cas intéressant à faire monter, c'est l'avenir de la carrière Misery. Où on a évidemment là un projet urbanistique et un architecte en charge de ce projet qui identifie qu'il y a assez peu d'endroits pour faire de l'aménagement sur le quartier du Bas-Chantenay. Évidemment, celui-là en fait partie. Et puis, on a vu un paysagiste, un jardinier paysagiste, comme il aime bien se qualifier, venir dire, mais cette carrière, il y a une tiers nature qui s'est développée là. Il faut maintenant préserver cet espace tel qu'il est. Il dit même il faut raser le bâtiment qui est devant, l'immeuble Cap 44, et là vous allez avoir une vue sur la convergence de la Loire, puisque on a les 2 bras qui se rejoignent là sur Rezé. Donc voilà, nous une des missions aussi qu'on a, c'est un peu la mise en perspective, alors à la fois sur la temporalité, comme l'a dit Martine, et aussi sur des choses qui font plutôt accord. Il y en a. Et puis des sujets où on pense qu'il faut que le débat se poursuive d'une certaine manière et que la collectivité devra trancher un moment et assumer. Et puis évidemment on a
une exigence. Alors, c'est l'exigence de tous ceux qui ont participé, qui est de dire ce débat ne peut pas rester sans suite. Ça a été quand même formulé assez régulièrement. Bon, c'est sympa votre débat, on y prend du plaisir, mais qu'est-ce qui va arriver derrière ? Et donc, on sera vigilant, y compris en demandant à ce qu'il y ait une instance de suivi pour regarder ce que la collectivité fait des propositions issues du débat. Je crois que la commission du débat se sent responsable de la parole citoyenne et du respect que les élus auront de cette parole citoyenne. Ça, c'est très net. Et ces élus, ils devraient dire quelque chose normalement à la fin de... Enfin, on est sur novembre, décembre peut-être, non ? Ou pour les premières... en tout cas, la première réponse à ce débat. Je pense que la présidente de Nantes Métropole, enfin de la métropole, a prévu une expression publique qui devrait être en fin octobre ou novembre. Et évidemment, il y aura une délibération dans le conseil communautaire de décembre qui, sans doute, actera déjà un certain nombre de décisions. Alors, c'est sans doute pas la construction d'un tunnel, par exemple, parce qu'il y a là encore des études sûrement à faire. Mais ça prend un peu de temps. Voilà, c'est Puis pas... il y a encore débat. Voilà, et puis, mais il y a, et en tout cas c'est aussi le message que nous on fait passer, c'est de dire il faut qu'il y ait des signes, même s'ils sont modestes, de montrer dès le budget 2016 pour dire il y a des propositions qu'on a retenues et qu'on va mettre en œuvre dès le budget 2016. Et ce débat, il est censé faire des petits, normalement, puisqu'on annonce déjà, à partir de 2016, un futur grand débat sur la transition énergétique. En tout cas, vous avez en quelque sorte un peu essuyé les plâtres d'une initiative particulière. Ici. Ce seront des beaux plâtres. En tout cas, l'évaluation qui sera faite de la tenue de ce débat sera effectivement riche d'enseignements pour les débats à venir. Et voilà, et d'une certaine manière, ça nous laisse le sentiment qu'il ne peut pas ne pas y avoir de décision suite à ce premier débat, parce qu'évidemment, la manière dont la collectivité prend en compte les propositions remontées va conditionner la réussite des débats qui suivront. Très bien, merci Martine Stebler, merci Philippe Audic, et en attendant les futures décisions sur la Loire, sur les franchissements, sur les aménagements autour, continuez à écouter Radio Nantes. Conseil de développement. Prospettive. Participation. Territory. Obmeni. Entwicklung. Euradio Nantes vous a présenté Fréquence citoyenne, l'émission à l'écoute du futur que vous pouvez réécouter sur notre site internet euradionantes.eu.